56 jours de la présidentielle, soirée très décisive pour Valérie Pécresse après son grand meeting à Paris qui donne le ton dans peut-être un tournant de la campagne. Peut-elle récupérer du terrain sur Emmanuel Macron sur sa gauche, sur Marine Le Pen et Éric Zemmour sur sa droite? On attendait qu'elle se livre davantage aujourd'hui. Elle l'a fait. Écoutez sa déclaration. Alors c'est vrai, je n'ai pas rêvé enfant de devenir présidente de la République. Mais à l'époque, qui l'aurait imaginé? Et pourtant, je ne suis pas devant vous par hasard. À cette époque, je vivais la vie des jeunes femmes d'hier et d'aujourd'hui, avec ses promesses d'émancipation, mais aussi ses humiliations subies en silence, celle de se voir refuser 2 emplois parce que j'étais enceinte, celle du harcèlement des petits chefs, celle des frotteurs du métro, celle des agressions sexuelles. Mais ma volonté était intacte. Personne ne me ferait baisser les yeux. Personne ne doit plus nous faire baisser les yeux. Voilà la part personnelle sur le parcours de femme. On va voir dans un instant, elle parle aussi de sa famille. Est-ce que là, il y a un changement de tonalité qui vous a frappé? Ariane Chemin, vous signez dans Le Monde son portrait. Je crois qu'elle comprend que c'est l'un de ses derniers atouts et cartes à jouer, celui de la femme présidente. C'est vrai que il y a eu Ségolène Royal avant elle, qui est arrivée aussi loin. On se rappelle, elle est là derrière vous, elle avait aussi ce grand geste Ségolène Royal. Il y a eu un moment de Ségolène mania à l'époque. Oui, alors elle était charismatique. C'était une femme, on n'avait jamais vu le meeting comme ça. D'une certaine manière, elle annonçait déjà ce qu'elle est devenue Emmanuel Macron, une autre façon de parler, une ferveur. Elle était habitée. Elle disait là, c'est quand même absolument l'inverse qu'on a, mais elle aime à citer ces exemples-là. Quand elle dit les frotteurs dans le métro, elle fait référence à la tribune de Catherine Deneuve. Donc elle n'est pas du côté de Catherine Deneuve, elle est du côté des femmes qui disent non, il ne faut pas nous importuner. La carte femme, tout de même, effectivement, parce que Marine Le Pen, femme, mais elle reste une Le Pen, quoi qu'il en soit, pour une partie de l'électorat, c'est rédhibitoire. La carte femme, est-ce que ça peut jouer cette fois-ci, là, dans les prochains jours? Je crois que c'est la carte elle-même qui peut jouer. Au-delà de la carte femme, c'est la carte elle-même. Elle aura dû parler d'elle pendant 1 heure. Elle aurait dû parler d'elle pendant 1 heure. Une présidentielle, c'est une bataille de personnes. Vous voyez bien comme on commente, et comme tous les gens autour de nous commentent le style des candidats, pas vraiment ce qu'ils ont dit, comment ils sont, comment ils nous parlent. Il faut nous parler. Et donc, elle aurait dû, et comme elle a un taux de notoriété en région qui est encore assez faible, elle aurait dû nous parler d'elle pendant 1 heure et quart. Ce soir, le programme, on s'en fichait. Prisca Thévenot, face à votre candidat Emmanuel Macron, qui va se déclarer là dans les prochains jours, semaines, quand même une candidate femme, vous entendez là, elle commence à jouer aussi cet aspect-là. Oui, une candidate femme, et c'est très bien qu'il y ait des femmes. Rappelons que ce n'est pas la seule femme en lice pour la campagne des présidentielles. Il y a aussi Marine Le Pen. Et puis, il y en a d'autres aussi dont on parle peu du côté de la gauche. Mais encore une fois, je pense que oui, elle peut parler d'elle, mais après, jouer que la carte du côté féminisme, aujourd'hui, on veut aussi de la compétence, on veut du travail. C'est sur ça que les Français vont juger. Bien évidemment, elle se livre et c'est très bien. Maintenant, on ne va pas élire quelqu'un simplement parce que c'est une femme. On va revenir à l'aspect personnel, mais entrons vraiment dans le dur de la politique avec cette formule, ces 2 petits mots, grand remplacement, qu'elle a prononcé à la tribune. Et c'est un événement avec évidemment ce que beaucoup voient comme une œillade en direction notamment du camp Zemmour, des électeurs d'Éric Zemmour. Écoutez-la à la tribune. Pour la première fois, le sort du monde pourrait s'écrire sans nous. Dans 10 ans, serons-nous encore la 7e puissance du monde? Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine? Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Jean-Philippe Dubrulle, vous êtes directeur d'études à l'IFOP. Grand remplacement, la formule d'Éric Zemmour, ça fait écho au sondage que nous publions. C'est votre travail tout à l'heure à 18h. Il est extrêmement parlant, extrêmement frappant sur la présence d'Emmanuel Macron sur les terres de la droite et évidemment d'Éric Zemmour. Regardons ce sondage ensemble. Qui incarne le mieux la droite? Pour les sympathisants républicains, on parle vraiment du cœur de cible. Alors évidemment Valérie Pécresse, 92%, mais on voit à quel point Emmanuel Macron, on va en reparler, et Éric Zemmour, 40%. Ça veut dire que chez les républicains même, 40% trouvent que Zemmour est une bonne incarnation. Elle est en train de leur répondre.
Tout à fait, ces 40 et quelques pourcents, ça nous dit quoi chez les sympathisants Les Républicains? Eh bien que franchir le Rubicon, l'expression est à la mode ces derniers jours, franchir le Rubicon n'est pas exclu en dépit du fait qu'on est LR, c'est un parti où il y a une culture du chef, de la chef en l'occurrence. Donc voilà, il y a des digues qui peuvent sauter et ce que vous disiez, le fait que Valérie Pécresse aille sur ce terrain, utilise le terme grand remplacement, c'est en effet une réponse directe à la menace que représente Éric Zemmour, parce depuis quelques jours, de plus en plus, il est en mesure de capter l'électorat de François Fillon 2017, qu'on pourrait dire électorat naturel de Valérie Pécresse. Ça vous a frappé, Ariane Chemin, parce qu'en réalité, elle tourne sa phrase de telle manière qu'elle elle l'assume pas à 100%, mais enfin, elle le prononce, grand remplacement. Elle le dit, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une formule que Marine Le Pen n'emploie pas, qu'elle refuse d'employer. Donc on voit bien qu'elle emploie, que les idées et le vocabulaire d'Éric Zemmour s'est instillé dans toute la campagne et qu'elle reprend une formule qui est employée par l'homme qui est le plus à l'extrême droite de l'échiquier aujourd'hui, c'est-à-dire Éric Zemmour. Ça vous choque, Rita Thévenot? J'aimerais juste rappeler, parce qu'on parle de grand remplacement comme ça, c'est pas anodin. Le grand remplacement est une thèse complotiste sur fond de racisme. Donc, je veux dire, c'est surtout ça qu'on doit commenter aujourd'hui. Et oui, elle l'a cité dans le texte Éric Zemmour. Elle a parlé de grand déclassement, de grand remplacement. Elle a aussi à un moment fait mention de la croisée des chemins, exactement. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Les paroles, bon, j'ai envie de dire, je le dis un peu comme ça, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ça fait un moment qu'on dit que les digues sont rompues et qu'effectivement, elle est sur cette ligne-là. Propos très fermes également sur les frontières. Elle parle même, elle articule le mot de mur. Écoutez-la. Il n'y a pas de souveraineté sans frontières. Nous devons les restaurer. La frontière, c'est comme la porte de la maison. Cette porte, nous choisissons de l'ouvrir ou de la fermer. C'est cela, être maître chez soi. Et si pour cela, il faut bâtir des barrières, voire des murs, comme le souhaitent les États qui sont en première ligne face au chantage migratoire, je les soutiendrai. Je veux qu'ensemble, nous retrouvions le contrôle de cette immigration débordante qui débouche sur la création de zones de non-France. Je veux des quotas, des contrôles, le renvoi des clandestins. Et si un pays refuse de reprendre ces clandestins, avec moi, ce sera 0 visa. Des murs, on va entendre dans un instant Michel Barnier qui pourra clarifier ce qu'elle entend par là. Enfin, des murs, dire ça à la tribune, ça n'est pas innocent. Oui, c'est pas innocent. Et pour comprendre la différence de sociologie, et c'est ça qui se joue en ce moment dans le bouleversement des plaques tectoniques électorales, pour comprendre les différences sociologiques entre la salle d'Éric Zemmour et la salle de Valérie Pécresse, il y a beaucoup de gens qui sont hésitants, sauf que là, vous auriez été dans la salle d'Éric Zemmour, au moment où elle dit « on doit être maître chez soi », toute la salle aurait scandé « on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous ». Et c'est uniquement parce que vous avez encore une partie d'un vote de centre-droit, un vote centriste, que ce cri qui vient du FN, RN, on est chez nous, ne résonne pas. Mais je peux vous dire que dans la salle, il y a certains jeunes hésitants qui demain peuvent passer chez Éric Zemmour, peut-être parce qu'ils ont été déçus ou autres, qui crieraient on est chez nous. Et juste avant, sur l'expression grand remplacement, grand déclassement, c'est exactement celle d'Éric Zemmour. Le problème, c'est que, on va en parler, il y a un problème d'incarnation personnelle pour Valérie Pécresse, mais il n'y a pas qu'un problème de talent oratoire. On peut en parler, mais enfin, je veux dire, c'est pas le fond. Le fond, c'est qu'il y a un problème d'incarnation idéologique. Et quand vous allez sur le terrain de l'adversaire, qui en plus va beaucoup plus loin en radicalité, c'est déjà que vous avez perdu la bataille. Écoutons précisément l'adversaire, un des adversaires, Laure Lavalette est avec nous en direct. Vous représentez le camp de Marine Le Pen. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Est-ce que Valérie Pécresse là, est en train de prendre du terrain chez vous? Alors, plusieurs choses. D'abord, on a du charisme ou on n'en a pas. On est fait pour la scène ou pas, et on a la stature d'un chef d'État ou pas. Concrètement, force est de constater, après le naufrage du meeting de cet après-midi, que Valérie Pécresse n'a aucune de ces trois qualités. Donc, prendre du terrain, c'est certain que non. Je pense même que mes amis Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, Alexandra Masson, tous ceux qui sont venus des LR se frottaient des mains en se disant « mais heureusement que nous sommes partis de ce parti qui… » non seulement a quand même un très mauvais bilan, et quand ce très mauvais bilan est incarné par quelqu'un sans conviction, voilà. Laure Lavalette, est-ce que ça n'est pas un peu… un appel, évidemment, où elle est Est-ce que ça n'est pas
Est-ce que ça n'est pas un peu de mauvaise foi? Votre candidate, elle a aussi été attaquée parfois sur ses performances oratoires, et au fond, une grande partie des Français qui diront c'est pas un acteur qu'on élit, c'est un président de la République ou une présidente pour les compétences, pas tellement pour l'art oratoire. Alors, le problème, c'est que là, tout est lié. C'est que c'était pas que laboratoire, vous en conviendrez. Et vous faites référence, j'imagine, au débat, et Marine Le Pen s'en est déjà beaucoup expliqué. Mais là, le problème, c'est la sincérité. En fait, Valérie Pécresse n'est déjà pas toujours d'accord avec Valérie Pécresse. Donc, c'est assez compliqué. Là, elle avait un discours assez ferme sur l'islamisme. Enfin, moi, je l'ai déjà vu quand même, Valérie Pécresse, devant des associations de musulmans, dire qu'elle était pour le voile dans l'espace public, qu'elle était pour le voile à l'université, elle a été pour la régularisation massive des clandestins. Enfin, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas d'un coup faire croire qu'on va être les républicains de la fermeté, alors qu'on le sait, ils sont fermes en campagne et qu'après, c'est 50 nuances de lâcheté. Je voudrais revenir, vous savez, elle a parlé de Samuel Paty. Moi, ça m'a beaucoup choquée parce qu'en 2004, il y a un inspecteur de l'Académie qui a rendu à François Fillon, donc UMP, LR, de sa famille politique, un rapport sur l'islamisation de l'école. Ce rapport a été enterré par François Fillon, ce qui fait que 20 ans plus tard, l'islamisme à l'école, c'est des petits garçons qui ne donnent pas la main à des petites filles, des gens qui ne rentrent pas, des élèves qui ne rentrent pas dans des salles de cours parce que le mobilier est rouge et que le rouge est la couleur interdite, et ça finit par une fatwa avec Samuel Paty. Donc effectivement, les Républicains devraient plutôt, à mon avis, la mettre en sourdine parce qu'ils n'ont absolument jamais lutté contre l'islamisme, et pour le coup, je peux douter que Marine Le Pen aura la volonté politique de le faire. De la réaction en direct, le sondage dont on parle, si on élargit pas seulement aux électeurs de droite stricto sensu, mais à la population générale, c'est aussi extraordinairement frappant. Qui incarne le mieux la droite? Question posée à l'ensemble des Français. C'est votre sondage. On voit que Valérie Pécresse est à 53%, mais en réalité, avec les marges d'erreur, Emmanuel Macron, et on va venir à lui, il n'est pas si loin, 48%. Lui aussi est vu comme, au fond, un homme de droite. C'est ça qu'on voit à l'échelle de l'ensemble de la population, et c'était très important de le préciser. Finalement, Valérie Pécresse, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, bonnet blanc et blanc bonnet. Et c'est bien la raison du positionnement d'aujourd'hui de Valérie Pécresse dans son meeting, c'est de montrer qu'elle n'est pas comme Emmanuel Macron, elle ne peut pas être réduite à cela, et donc pour ça qu'il faut attirer à elle l'électorat de droite. C'est le procès que lui font ses rivaux, Marine Le Pen et Éric Zemmour à droite, c'est de dire ne votez pas pour Valérie Pécresse, puisqu'elle ressemble, elle vous donnera la même chose qu'Emmanuel Macron. Et donc, pour bonnet blanc, blanc bonnet, effectivement, quand on regarde ce sondage, c'est quand même saisissant. Pour tellement de gens, en réalité, entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, il n'y a pas tellement de différence. C'est un homme de droite pour vous, Emmanuel Macron? Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit de nombreuses fois sur ce plateau, je suis plutôt de gauche, et je me reconnais dans l'action d'Emmanuel Macron, mais force est de constater qu'Emmanuel Macron est, et oui, et je le dis vraiment de façon très claire et très sereine. La grimace de Renaud Pilat était pas à l'antenne. Il y a certains électeurs de gauche qui votent Emmanuel Macron, qui voient par exemple l'arrivée d'Éric Woerth avec, ils sont un peu étranglés, quoi. Mais vous savez, il y a beaucoup. Je me permets de vous interrompre. Formule d'Éric Woerth saisissante, ça fait écho à ça, qui dit cette semaine, Emmanuel Macron n'est pas plus de gauche que moi. Oui, mais vous savez, je vais vous raconter ce matin, mais c'est marrant, ce matin, j'ai aussi bien été à Saint-Ouen, tracté à côté d'un marché, que en plein cœur du 17e arrondissement, dans le sud du 17e arrondissement. Et tous ont quelque chose, c'est qu'ils ne parlent pas de gauche ou de droite, vraiment, je le dis, mais avec toute la sincérité du monde, ils nous parlent des actions. Ils nous ont parlé, par exemple, de la crise ukrainienne, avec les bruits de bottes qui sont à nos frontières. Et ils sont contents qu'Emmanuel Macron soit à la barre. Là où on nous disait pendant quelques temps, quand va-t-il se déclarer, eux nous disent qu'il continue à gérer cette crise diplomatique, qu'il continue à gérer cette fin de crise sanitaire, qu'il continue à gérer la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est ça qu'ils retiennent. Et finalement, que les gens nous rejoignent ou que certaines paroles soient un peu désastreuses aujourd'hui sur les différents meetings qui ont pu avoir lieu, finalement, peu importe, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a un leader, il y a un chef qui est pleinement à sa tâche, et quand le temps viendra, il se prononcera. Dans ce face-à-face avec Emmanuel Macron, Valérie Pécresse a attaqué tout à l'heure, vous allez voir, elle dit « J'accuse Emmanuel Macron ». J'accuse Emmanuel Macron d'avoir cédé à la repentance en reprochant à la France un crime contre l'humanité qu'elle n'a jamais commis. Je l'accuse d'avoir racialisé la question des banlieues. Je l'accuse de vouloir déconstruire notre histoire. Je l'accuse d'avoir nié l'existence de la culture française.
Voilà. Est-ce que Valérie Pécresse a réussi à faire bouger les lignes ce soir? Écoutons quelques réactions. C'est Paul Larouturou qui va les produire demain dans l'émission de Route TQRF à 20h. Mais en avant-goût, quelques réactions. Et c'est très frappant, dit-il. Il a évidemment une immense majorité des militants extrêmement satisfaits. Mais ce qui est relativement rare, quelques militants qui sont sortis avant la fin. On va entendre les réactions des uns et des autres au micro de Paul Larouturou. Vous la trouvez comment, Valérie Pécresse ? Elle est très bonne, elle arrive à impulser une dynamique, elle mobilise les gens. Superbe, vraiment convaincante. Et pour moi, ce sera une vraie présidente de la République pour l'ensemble de la France. Comment vous la trouvez, votre candidate Valérie Pécresse ? Très coincée et très déçue. Moi, je suis une sarkozyste convaincue. Et quand on allait au meeting de Sarkozy, on était porté par une espèce de vague. Donc elle, non, elle est tout à fait glaciale. On a un tournant, on a la croisée des chemins, on s'en montait une ferveur. Il ne fallait pas rater ce jour-là et je crois qu'elle a brillamment passé ce cap. Je reste déçu du meeting. Déçu du discours, déçu des propositions. Hein. Vous n'êtes pas sûr de voter pour Valérie Pécresse ? Non, pas du tout. Et pourtant, je suis adhérent. Je la trouve très très bien. Elle dit tout ce qu'il fallait, sans caricaturer. Non, c'est très bien. Voilà, Renaud Pilard, c'est toujours arbitraire les choix, mais Paul Larouturou dit que ça fait 10 ans qu'il est à des meetings. C'est assez rare d'avoir des militants qui sortent avant la fin, infime minorité quand même. Mais enfin, ça montre un côté aigre-doux. Oui, parce qu'un meeting, c'est un spectacle. Donc un meeting, c'est un spectacle. On sait que le talent oratoire de Valérie Pécresse n'est pas très bon. Donc à partir du moment où l'actrice principale ne donne pas énormément et surtout ne parle pas vraiment au cœur, bon ben voilà, vous avez des réactions mitigées. Avec tout de même, on a vu beaucoup de gens extrêmement convaincus, entraînés, enthousiastes. Vous signez, Ariane Chemin, un portrait, vous le co-signez avec Raphaël Baquet et Solène Noyer dans Le Monde. Alors c'est vraiment, je le recommande absolument. Le titre dit déjà beaucoup, de l'ennui d'être Madame Parfaite. Et elle a voulu sortir un peu de ça aujourd'hui, mais évidemment, c'est beaucoup d'elle. Oui, on a vite compris que son principal handicap, c'était ça, c'est l'ennui. Là, on lui demande une performance, elle ne sait pas faire. Et c'est dommage parce que c'est vraiment là-dessus qu'il fallait travailler, puisque comme le disait Renaud Pilard, une élection présidentielle, c'est pas comme une élection législative ou municipale, c'est la rencontre entre un peuple et une personnalité. C'est vrai qu'on attend ça. Donc vous allez voir sa mère, par exemple, c'est très parlant ce que sa mère dit d'elle. Énorme ténacité, ça il faut d'abord le dire. Tout le monde dit. À gauche, à ténacité fantastique. Et elle dit, elle est lisse, oui, elle est lisse. Pourquoi voudriez-vous qu'elle soit désaxée? Je lui ai donné une éducation classique, bourgeoise et catholique, tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Bien sûr. Et d'une certaine manière, quand on regarde avec Emmanuel Macron, il n'y a pas tellement de différence. Quand même, ils ont fait les mêmes écoles, ils ont fait l'ENA. C'est quand même deux bourgeoisies. Au fond, c'est pas si différent. Et simplement, il y en a un qui fait hurler une salle et l'autre qui n'y arrive pas. Et là, comme le disent les derniers sondages, il faut qu'elle aille chercher les électeurs zemmouriens. Ce n'est plus du tout Marine Le Pen, sa rivale. Et donc, elle utilise les mots, les concepts, les attitudes que même Marine Le Pen n'utilise pas. C'est ça qui est très étonnant dans son discours. Sur le portrait familial, elle dévoile là encore une partie de sa personnalité en parlant de ses parents et de ses grands-parents. On va entendre cette séquence. Fille de prof, mon père était le 7e enfant d'un Mercier Bonnetier de Gap, monté à Paris pour devenir professeur d'université. Il m'a donné cet amour de la France, mais aussi le goût du travail et de la lecture. Alors, à cette époque-là, le mot héros ne s'écrivait pas au féminin. Je ne me reconnaissais ni en Milady, ni en Roxane, et encore moins en Madame Bovary. Moi, j'étais D'Artagnan, j'étais Cyrano, j'étais le hussard sur le toit. Ma mère était l'assistante de mon grand-père psychiatre. Après l'école, il me parlait de ses patients, de leurs angoisses, de leurs souffrances, lui qui réparait les âmes et parfois sans succès. Il m'a appris à regarder et à respecter la fragilité qui existe en chacun d'entre nous. Voilà, côté personnel, même si, en livre là beaucoup plus. Non, c'est intéressant parce que son grand-père, Louis Bertagnan, était de fait un psychiatre très intéressant, le premier à comprendre que la dépression nerveuse était une vraie maladie. Il a soigné des gens prestigieux comme Malraux, comme Romain Gary, mais aussi comme Laurence Chirac. Et c'est parce que son grand-père est très proche de Jacques Chirac qu'elle obtient sa première circonscription dans les Yvelines en 2002. Je recommande le portrait d'Ariane Chemin. Il y a des scènes étonnantes, un dîner avec François Hollande qui conseille un peu, alors c'est des propos tables, mais enfin quand même il donne ses conseils. Comment vous l'avez lu, Renaud Pilard? C'est passionnant de voir le cheminement de Valérie Pécresse
avec, et je suis entièrement d'accord avec Ariane Chemin, avec quand même une sorte de gémellité de milieu sur lequel Éric Zemmour tape en permanence. Ils appartiennent au même monde, et moi je suis différent. Alors qu'Éric Zemmour vit à Paris depuis 30 ans et fréquente les mêmes arrondissements. Mais en tout cas, il apparaît à certains comme l'anti-milieu qui a fait les mêmes écoles et qui finalement peut dîner ensemble l'été. Est-ce que ça peut être un atout à la fin, ce côté un peu techno, très sérieux, mais très tenace, face à un Emmanuel Macron qui est très différent de ça, qui s'aime beaucoup plus, qui aime s'écouter beaucoup plus, c'est certainement, mais qui est sans doute plus narcissique de caractère. Si on imagine un débat, par exemple, c'est vrai que là, il y a deux personnalités, ça peut jouer. Mais par exemple, elle aurait pu l'attaquer sur son narcissisme. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'elle dit. Elle attaque sur la verticalité. Oui, mais je parle de personnalité. La présidentielle, c'est une bataille de personnalité. Il faut débusquer, regarder. Et en plus, on élit une présidente de la République ou un président de la République. Encore une fois, on n'est pas là pour... Les 2-3 mesures, c'est après. Qui lit les programmes? Donc là, il faut parler de soi. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand elle parle d'elle. On écoute.